dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. Dans ce nouvel épisode, je discute avec Julie du monde de la compétition en salsa. Elle vient nous en raconter les rouages et partage avec enthousiasme son expérience. C'est chez elle, à Paris, que nous nous sommes retrouvés, entourés de ses chats, Sushi et Mambo, et de son chien Rumba. J'étais ravie de partager cette discussion avec elle. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je suis danseuse de salsa et principalement de mambo. Mais j'ai fait d'autres styles de salsa avant, dont la salsa colombienne. Je suis de Marseille. Ok. Aujourd'hui, on va parler ensemble un petit peu autour de la compétition, de ce monde qu'on connaît pas très bien finalement dans la salsa. Que déjà, tu peux peut-être me raconter ton parcours dans la compétition ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé la compétition en dehors de la salsa, justement, même dans mes premières années de danse où je faisais du hip-hop et de la danse urbaine. Donc c'est là que j'ai fait mes premières compétitions de danse. Et en salsa, ça a été avec Franci et Cali Sabor, où on a participé en fait au premier championnat de France. Et on a fait donc un show de Cali en couple. Et voilà, c'était ma première expérience en salsa de compétition. Et depuis, j'en ai fait d'autres. On discutera. Au premier championnat de France, c'est-à-dire que c'était la première année en France où il y avait un championnat de salsa. Exactement. C'est organisé par la FFD. D'accord. Et c'était en quelle année ? Il me semble que c'était donc en 2017, il me semble. 2017, ouais. D'accord, donc c'est assez récent. C'est assez récent, ouais. Avant, il n'y avait pas de compétition de salsa. Et là, c'est la première fois qu'ils faisaient, du coup, la catégorie SBK. D'accord. Et c'était à cette époque-là tout mélangé. Salsa, bachata, kizomba. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est par style de danse, salsa, bachata, kizomba. Et aussi par catégorie d'âge. Ok. Et de niveau, ouais. Ok. Donc, t'as fait ça, du coup, en team. C'est ça, j'ai fait en team. C'est la première fois. Et après, la deuxième fois que j'ai participé à une compétition de salsa, c'était également à la FFD. Et c'était donc l'édition de 2021, juste après le Covid, où là, je me suis présentée comme soliste. D'accord. Et donc présentée comme soliste et là où j'ai du coup gagné le titre. Et après suite à ça, je suis partie représenter la France au championnat du monde à Cancun. D'accord. Voilà. Trop chouette. Ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. Du coup, au championnat du monde, j'imagine que c'est des éditions qui sont là depuis plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'il y a des grosses différences dans l'organisation, dans sais pas, dans le vécu de l'expérience On voit à Cancun, c'est une compétition beaucoup plus mature. Beaucoup plus de participants déjà, le niveau est beaucoup plus haut ce qu'il est en France. Alors au niveau de l'organisation, je dirais que c'est égal. Enfin, je pense que c'est difficile d'organiser des grosses compétitions comme ça. Donc j'ai pas vu de grosses différences hormis le fait le nombre de compétiteurs et le niveau, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. On se sent tout petit face aussi à certains pays où il y a beaucoup de compétiteurs, forcément beaucoup de Colombiens, beaucoup de Mexicains, beaucoup d'Argentins. Donc nous, ça en venant de France, on se sent tout petit à côté. Quand t'as participé en solo, c'était aussi sur de la salsa colombienne ? Non, alors le solo, en fait, c'était, je voulais vraiment créer mon propre solo. D'accord. C'était un objectif que je m'étais fixé parce que moi j'adore danser en couple, mais j'adore aussi danser seule. C'est mon parcours, on va dire. J'ai commencé par les danses solo et justement j'avais envie que ce soit quelque chose qui me ressemble. Et donc j'avais vraiment voulu fusionner en fait tous les styles de salsa ou même de danse en fait que j'appréciais. Donc ça me tenait à cœur de le créer moi-même. Et donc dans ce solo là, il y avait c'était sur le 2 on tout, mais j'avais mis à un moment donc des pas de salsa colombienne. D'accord. Un peu le basique avec le cha-cha repiqué qui est un peu emblématique et aussi d'autres influences flamenco etc. que j'aime bien. Ouais. Et là aujourd'hui tu fais beaucoup de shows. Ouais. En dehors des compétitions. Ouais. Quelle différence tu vois, toi, dans le show pour la compétition et le show pour le spectacle, enfin la performance. Est-ce qu'il y a des différences sur scène et avant, sur la préparation? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Premièrement, en fait, la compétition, il y a des règles, il y a des barèmes sur lesquels les juges se basent pour évaluer. Donc, en fait, si on va avoir une approche vraiment d'optimisation, en fait, pour essayer de gagner, ça veut dire qu'il faut se contraindre
dans sa création pour remplir en fait ses critères. Et c'est vrai que du coup ça change totalement l'approche, ne serait-ce que même sur la durée. Par exemple, là j'ai eu le cas sur mon deuxième solo où là j'avais monté la musique et en fait je me suis rendu compte qu'il était trop long et du par coup rapport aux exigences, donc où est-ce qu'on coupe ou alors est-ce qu'on accélère, des choses comme ça. Aussi, oui, c'est ça, il y a deux approches quand ta musique est trop longue. C'est ça, ou tu coupes ou tu accélères, mais le tempo est déjà assez rapide, donc bon bref, j'ai fait un peu les deux en fait. Mais donc forcément ça contraint en amont sur la création. Parce que le jury va attendre quelque chose qui est quand même énergique, qui répond à ses critères, qui est de l'ordre aussi du spectacle, vraiment du spectaculaire, parce que alors que je trouve que dans les shows hors compétition, ça laisse beaucoup plus place à la nouveauté. Il y a par exemple un exemple qui est significatif, c'est le fait le body move. Oui. Le body move qui est quelque chose, enfin le mouvement corporel qui est devenu très à la mode ces dernières années, mais qui emmène aussi parfois à rester sur place et à ne plus du coup marquer ses pas. Et c'est quelque chose qui en compétition est sanctionné. C'est-à-dire qu'après il faut pas rester plus d'une mesure sur place. Et après c'est des choix, voilà, de respecter le fait qu'il y a tout le temps de la marche, mais quand on crée un show qui hors compétition, c'est des choses sur lesquelles on va pas forcément penser. Du coup, tu vas plus facilement te faire plaisir en show hors compétition sur le body move, parce que finalement tu peux profiter de l'espace comme tu veux. Et en tout cas, en termes de création, pareil sur en compétition, il y a des critères sur les mix de musique, par exemple. Le fait d'avoir une musique non salsa, c'est possible, mais il faut que ce soit sur une durée limitée. Il me semble pas plus de 20 secondes ou quelque chose comme ça dépend des compétitions, mais là où par exemple pour un spectacle hors compétition on pourrait faire un show de salsa sur une musique entièrement non salsa, donc voilà. Avant, ça contraint sur la création si on veut optimiser pour la compétition. Ensuite, au moment de la préparation, il y a forcément, je trouve, un côté plus de nervosité, parce qu'en fait tu es avec des compétiteurs en fait. Donc je trouve que l'ambiance est bonne, mais c'est sûr que ça ne ramène pas la même chose de savoir que tu vas être jugé par rapport aux gens autour de toi. Oui, tu dois non seulement donner le meilleur de toi et être meilleur que les autres. C'est ça. Alors que c'est vrai qu'un spectacle, on cherche pas à être meilleur que les autres, on propose ce qu'on a proposé, donc c'est pas le même stress avant. Et justement, tout à l'heure, tu disais, quand je suis arrivée à Cancun, on se sent tout petit. Là, tu reparles de stress. C'est clair. Comment tu gères le stress de la compétition, qui est différent du stress du show? C'est une bonne question. Après, moi, je sais que je suis une personne qui essaye de ne pas stresser. Enfin, je me dis toujours, dans tous les cas, ça se passera. Les choses vont se faire. Que je stresse ou pas, ça ne changera rien. Donc c'est vrai que ça m'aide pas mal sur les compétitions, parce qu'en fait je pense pas plus que ça, tu vois, je me jette à l'eau. Et notamment je trouve ça plus simple en solo, parce qu'en fait c'est moi et moi-même. Je vais plus avoir tendance à stresser sur par exemple quand ça va être de la danse en équipe, où là il y a aussi un côté de synchronisation, de responsabilité vis-à-vis des autres. Donc je sais que moi en solo je stresse moins, donc vu que j'ai principalement fait des compétitions en solo, ça va moins affecter, si ce n'est que voilà, tu vois des danseurs et des danseuses incroyables, et c'est super inspirant, et voilà. Mais c'est vrai que je suis pas, j'y vais pas non plus, je pense, dans l'esprit de je veux gagner, tu vois, mais plus de je vais montrer ce que j'ai fait, ma danse, et puis avoir où j'en suis aujourd'hui, et puis avoir ce qui se passe, tu vois. Et c'est vrai que pour revenir sur la création, et le fait que je crée pour des compétitions, j'ai jamais vraiment essayé d'optimiser mes chorégraphies aux critères, si ce n'est ce obligatoire, c'est-à-dire le temps. Voilà, pour pas avoir de pénalité, mais parce que j'avais pas envie de me contraindre à ça, et j'avais vraiment envie que ça me représente. Et puis si ça rentre dans les critères, tant mieux, sinon tant pis quoi. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des critères obligatoires. Si tu les respectes pas, t'as des pénalités. Ouais, c'est ça. Et les autres, c'est ceux qui te font gagner des points. Exactement. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et la note, elle est sur combien? Pour avoir une idée, c'est quoi? C'est des notes sur 10, sur 100? Bonne question. Je crois que c'était sur 100. Là, aux dernières FFD, c'est sur 100, parce que je me rappelle de notes aux environs de 80, des 90, 60. Donc, je suis presque sûre que c'était sur 100.
Et en termes de costumes, Ouais. est-ce qu'il y a aussi des exigences? Est-ce qu'il y a des critères, des choses à respecter? Alors, ça dépend des compétitions. C'est-à-dire que pour la FFD, il y a une particularité qu'on retrouve pas dans les autres compétitions de salsa, c'est qu'il faut que la tenue soit pas trop dénudée. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu de décence où en fait, on veut pas trop de choses échancrées, on veut pas de trop de nudité. Et ça, c'est assez subjectif. C'est subjectif. Du coup, faut faire une tenue sage pour que ce soit à peu près apprécié par les jurys. Disons qu'il faut pas que il demande à ce qu'on ne voit pas la partie des fesses en fait, voilà. Donc si jamais on a un costume qui est trop échancré, il demande à mettre une culotte. D'accord. Ok. Et que la culotte soit visible aussi. Okay. Donc ce qui est surprenant parce qu'en fait alors ça je pense que c'est un héritage des danses latines, danses de salon, mais qui est appliqué au règlement SBK. Mais c'est vrai que c'est un peu une particularité parce qu'en fait en salsa les costumes sont, enfin en tout cas beaucoup sont quand même assez échancrés, des bodys, des choses comme ça, et en fait il y a beaucoup de compétiteurs qui ont été pénalisés par ça. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui. Et pour les garçons par exemple, il faut pas montrer pareil, en fait, il faut pas que la partie des seins se voit, femme ou homme. Donc par exemple, il y a des compétiteurs qui ont été sanctionnés parce qu'on a vu des tétons. D'accord. Donc, voilà. Ça c'est des choses, mais ça c'est très spécifique, très traditionnel. Ouais. Mais spécifique à la FFD parce que par contre à Cancun, il n'y a aucune restriction sur ça. Si ce n'est qu'après, il faut le costume et l'esthétique est jugée en général. Donc le costume, la coiffure, le maquillage. Maintenant, quelque chose qui est sanctionné par les jurys, que ce soit à Cancun ou que ce soit en France, c'est si le costume se défait sur scène. Et notamment, ça inclut les strass. Qui peuvent tomber. Alors ça c'est alors tout le monde perd des strass, oui, ça c'est sûr, c'est un classique. Mais il y a des costumes plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des cas où parfois en fait même du public en fait on voit qu'à chaque mouvement il y a des pluies de strass, voilà. Et ça c'est pénalisé. C'est joli aussi. Ouais, c'est joli, ouais. C'est vrai que c'est pénalisé parce que bah voilà, il faut que le costume soit je pense que c'est aussi vis-à-vis des autres compétiteurs parce que ça amène une logistique, etc. Donc ça c'est ouais. Ok. C'est pénalisé. Et est-ce que toi, t'as un rituel, t'as une routine d'avant compétition quand tu passes sur scène? Alors, juste avant, pas vraiment différente des shows, mais en fait, disons que ça va être la préparation parce que en étant une fille et donc dans le monde de la salsa, on a plus de préparation que les garçons, notamment le maquillage qui prend du temps. Et c'est vrai que j'aime bien faire des maquillages un peu entre guillemets extravagants, on va dire. Et je pense que ça c'est mon héritage de la salsa colombienne et de Franci où elle nous a appris à nous maquiller de manière visible, donc ça prend du temps. Donc voilà, je prévois bien 2 heures de maquillage, coiffage. Après j'aime bien prendre le temps de m'étirer, ça me permet aussi c'est une sorte de relaxation en fait. Je me suis rendu compte que les étirements ça permettait de me calmer. Et après à l'inverse du coup échauffement physique et revoir un peu ma choré, mais j'aime pas trop le faire. Je suis pas du tu la visualises un petit peu. Je la marque. Okay. Je la marque doucement une première fois, ensuite plus rapide, mais j'essaye de pas le faire trop parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est aussi le moment où en fait on est même quand même dans un état de nervosité même sans s'en rendre compte inconsciemment, et que parfois en fait quand tu refais tes chorés juste avant de passer sur scène, j'ai ce phénomène de qu'est-ce qu'il y a, je bug, tu vois, et du coup ça augmente le stress. Et c'est là où ça peut créer vraiment une angoisse. Donc avant show, je suis vraiment à me dire je me fais confiance et essayer de me dire pourquoi je danse, pour me connecter avec la musique, pour m'exprimer, pour transmettre des émotions, et en fait du coup j'essaie de me concentrer sur ça au moment où je vais sur scène pour me dire là the show must go on, quoi, voilà. Et est-ce que tu regardes la concurrence? Oui, moi j'aime bien regarder la concurrence. J'aime bien regarder. Quelque part, ça me stimule en fait, tu vois. C'est pas quelque chose pareil qui va me stresser, je me dis waouh, les gens sont à fond, c'est beau, vas-y, moi aussi j'y vais. Donc je suis plutôt du genre à regarder. Donc ça te tire vers le haut, ouais, ça te donne de l'énergie. Mais je pense que pareil, ça va avec le côté où vu que je suis pas trop stressée, ou en tout cas, donc ça me dérange pas. Même j'aime bien regarder avant, après.
Voilà. Il y a un système de filage aussi pour prendre ses marques? Oui, alors ça dépend des compétitions, mais alors là, en fait, que ce soit FFD ou Cancun, en fait, c'est des filages ouverts, donc c'est-à-dire que il y a au moment des pauses entre les catégories. La scène est disponible. D'accord. Pour les compétiteurs. Donc c'est vraiment pour s'approprier le sol, s'approprier l'espace, prendre les repères. Mais c'est vrai que c'est pas un filage comme on pourrait le faire dans un congrès ou une soirée, parce que c'est pas avec la musique. D'accord. Donc c'est vraiment, parfois ça peut être un peu pas frustrant, j'ai envie de dire, parce qu'en fait tout le monde est au même moment en même temps, et donc faut un peu parfois pousser des coudes pour pouvoir le faire, quoi. En général ça se fait en comment dire, bonne intelligence. En bonne intelligence, voilà. Et après, encore une fois, enfin, je pense qu'il y a aussi le côté où moi, quand je passe en solo, bah, je sais que j'ai pas besoin de prendre autant d'espace. C'est vraiment prendre mes repères, marquer rapidement. Là, je dois regarder là, le sol, et voilà, quoi. Les teams ont besoin quand même plus de ce temps-là, donc. Oui, plus de marques. Ouais. Ok. Et justement, mis à part ce temps où il faut jouer un petit peu des coudes pour prendre ses marques, est-ce que tu trouves que l'ambiance, globalement, elle est bonne entre les compétiteurs? Ouais, je trouve que l'ambiance est bonne. Il y a beaucoup de bienveillance et de soutien. Après, donc, à la FFD, c'est principalement des gens que je connais. Donc, c'est sûr que ça facilite aussi le côté bonne ambiance. Après, c'est vrai que en fait, je trouve que tu le vois, il y a des gens qui sont très avenants, parce qu'aussi c'est comme ça qu'ils sont rassurés. D'autres qui sont plus introspectifs, et parce que c'est leur manière de gérer aussi leur stress, et en soi totalement compréhensible, quoi. Donc mais il n'y a pas de mauvaise ambiance, en tout cas moi je l'ai jamais vécu. Et à Cancun, j'ai trouvé ça particulièrement à l'Eurosun particulièrement bienveillant, parce qu'il y a un côté où en fait on sent que les compétiteurs, bah déjà d'arriver à Cancun, c'est une victoire, en fait. C'est une victoire, c'est un accomplissement, et qu'en fait que la meilleure gagne, mais il y a vraiment ce côté d'admirer et de soutenir le travail des autres danseuses. Et c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai été surprise de cette bienveillance et de ça. Donc c'est cool. Les championnats du monde, c'est toujours à Cancun? Alors pas toujours. D'accord. Disons qu'en fait, alors il y a plusieurs championnats du monde, parce que c'est pas, il y a pas une fédération internationale. Il y a plusieurs circuits. Il y a plusieurs circuits, voilà. Donc il y en a un, c'est Cancun, c'est l'Eurosun, qui est au Mexique, et qui s'était déroulé les 3 dernières années à Cancun, mais qui s'était aussi déroulé dans d'autres villes. Il me semble que c'était Puebla une fois. Peut-être qu'une fois il y a même eu Mexico, je sais pas. Mais en tout cas, c'est au Mexique. Ensuite, il y a un autre circuit qui est le Summit. Et ça, c'est à Miami. Et par contre, pour le coup, c'est toujours à Miami. Et il y en a, il doit en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est ces deux-là qui sont les plus reconnus. Il y a aussi un mondial de salsa qui est en Colombie, mais donc principalement de salsa colombienne. Quand tu participes à la compétition en France, par la FFD, ça t'ouvre sur le circuit du Mexique? Alors oui. Ça peut aussi alors c'est eux qui choisissent, c'est-à-dire c'est la fédération qui choisit après quelle compétition à quelle compétition les gagnants vont participer. Et il me semble que depuis qu'ils ont instauré ce système, c'est-à-dire que c'était très récent en fait, là, en 2019, c'est là où c'est la première année où ils ont décidé de sponsoriser les gagnants pour aller à Cancun, pour justement augmenter la représentation de la France, etc. Et donc ils ont toujours choisi l'Eurosun. Il me semble qu'il y avait des discussions pour participer au circuit du Summit, mais je sais pas où en sont les discussions. Et il me semble qu'il y a eu beaucoup de changements à la FFD, et notamment par exemple j'ai eu le cas moi cette année, malgré avoir gagné la catégorie solo élite féminin, en fait ils ont plus les budgets suffisants, et en fait ils ont fait des choix dans les personnes qui allaient aller en sponsorisé. Voilà, ils ont regroupé des catégories, donc je crois que dans mon cas c'était solo salsa et solo bachata, et ils ont pris la personne qui avait le plus haut score. D'accord. Et il se trouve que du coup la compétitrice, la gagnante de bachata avait quelques points au-dessus, donc en fait ils la sponsorisent. D'accord. Donc cette fois-ci pour moi, j'irai pas à Cancun, en tout cas pas sponsorisé par la FFD. Okay. Et donc voilà, donc dommage, mais après bon, c'est comme ça. J'ai déjà eu la chance de le vivre une fois, donc je suis contente. En France, il y a que le circuit de la FFD pour le coup?
Eh ben c'est ça. Alors il n'y avait que le circuit de la FFD, mais il y a un deuxième circuit qui est en train de se créer, donc un circuit privé, donc pas de lien avec la Fédération française de danse. Je ne connais pas le nom, en tout cas des informations que j'ai. Il va être géré par en fait les personnes qui jusqu'à présent géraient la SBK à la FFD. D'accord. C'est-à-dire que bon, il y a la structure de la FFD telle qu'elle est. Il y avait des acteurs du milieu de la salsa qui faisaient l'intermédiaire donc entre le milieu de la salsa et la FFD. Et c'est ces personnes-là qui ont décidé d'ouvrir leur propre circuit. Cette année, si ça se passe, ce sera la première année. Et il me semble que eux, donc d'ailleurs ça me fait revenir sur une des questions. Il y a une nouvelle, un nouveau championnat du monde qui s'est ouvert, qui a commencé l'année dernière et qui est en Italie. D'accord. À Rome, donc un nouveau circuit qui est, il me semble, organisé par les Berardi, oui. Les frères, voilà, Antonio et Jasmine, et qui font beaucoup de compétitions et de préparation à la compétition. Et il me semble que ce nouveau circuit voulait du coup participer à ce championnat du monde là. D'accord. Mais information à confirmer. Pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu, à creuser, voilà. Ok. Et juste, je reviens, tout à l'heure, on parlait de l'ambiance un petit peu entre les compétiteurs. C'est quoi l'enjeu, en fait, quand on participe à une compétition? Alors, j'imagine qu'il est pas le même pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme enjeu et comme retombée? C'est une bonne question. Alors je pense que l'enjeu, d'abord, pour tous les compétiteurs, il est personnel. C'est aussi se prouver qu'on est capable d'être dans une préparation jusqu'à la représentation, et que une satisfaction personnelle j'ai participé à une compétition, je me suis donnée à fond. Ensuite, dans un ordre plus professionnel, la compétition, c'est quand même un tremplin de visibilité. C'est-à-dire que quand on gagne une compétition de salsa, qu'elle soit nationale ou encore plus internationale, en fait on a les yeux du monde de la salsa sur nous, et ça nous permet en fait de se faire connaître, et du coup de générer des contrats et de futurs. Donc je pense que ça, c'est vraiment le second but aussi. C'est montrer qui on est et s'insérer après dans le milieu, on va dire, commercial, professionnel de la salsa. Ok. Et je trouve que sur ça, il y a un bon exemple. C'est une personne que je connais par des amis, qui s'appelle Irene Palomares. Et c'est une danseuse espagnole qui a donc participé ces dernières années à beaucoup de championnats du monde et compétitions de salsa. Et elle a pas gagné, mais elle a fait des podiums. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment ce qui lui a permis d'être connue, et maintenant de s'insérer en tant qu'artiste dans les congrès, etc. Parce que finalement, à la base, c'est quand même deux circuits différents. Oui. C'est pas les mêmes artistes. Aussi, il y a le côté des shows qui sont différents, etc. Mais de plus en plus, je trouve qu'il y a quand même des liens qui se créent, et tant mieux, parce qu'en fait, il y a pas de raison que la salsa de compétition soit exclue et soit totalement déconnectée de la salsa des congrès, etc. Et notamment, un des liens, c'est au niveau des jurys à l'Eurosonne. En fait, j'avais été surprise de voir que dans les jurys, en fait, il y avait aussi beaucoup d'artistes qui viennent pas du monde de la compétition, mais qui sont des artistes reconnus et dans le monde de la salsa à congrès, comme Karel Flores, Adolfo. Il y avait aussi Ernesto et Denise aussi, il me semble. Aussi, exactement. Il y avait aussi en bachata Ataka et la Alemana. Enfin, donc des artistes qui sont vraiment reconnus, pas pour avoir gagné des compétitions, mais du coup, je trouve ça bien aussi qu'ils soient juges. Ça se mixe. Voilà, que ça se mixe, quoi. Exactement. Ah oui, après il y a peut-être un autre enjeu que j'ai oublié de te dire. Donc visibilité, c'est ça. Et le troisième, il peut être financier aussi, ce qui est pas le cas dans la compétition à la FFD, parce que la FFD, on gagne des lots de petits cadeaux, et puis bon, la partie sponsorisation pour l'Eurosonne. Mais pour les gagnants de l'Eurosonne, il y a des prix monétaires. D'accord. Et d'autres compétitions, maintenant que j'y repense aussi, il y a un autre mondial ça s'appelle Mondial, mais c'est en Espagne. Là, c'était à la base que du Shine, Pasos Libres. L'année dernière, ils ont ouvert au couple aussi. Ça s'appelle La Negra.
Et du coup, ça, c'est aussi un qui est beaucoup plus petit, mais très reconnu. D'accord. Et ça, pareil, quand on gagne, il y a des prix monétaires. On a fait une compétition aussi dans un congrès à Naples avec la team Shine de Marie Cazorla. Et pareil, pour ces compétitions-là, il y a des prix monétaires. Donc pour certains danseurs et groupes, ça peut être aussi quand t'es professionnel, voilà. Ça peut être bien sûr. Et c'est aussi une incitation parce qu'en effet, les danseurs, je veux dire, la compétition, c'est du temps de préparation, c'est de l'argent parce que les costumes, parce que les trajets, etc. Donc en fait, en effet, ça peut être aussi une manière de motiver des danseurs professionnels dans le sens qui vivent de la danse pour participer à ces compétitions. Parce que c'est vrai que sinon, oui, le faire pour le dit personnel, on le fait, le faire pour la notoriété, on le fait, mais c'est pas des choses qui vont se faire après des années si au final, d'autres danseurs préféreront investir leur temps dans des choses où il y aura des retombées financières. J'aurais bien aimé avoir ta réaction sur quelque chose qui m'a questionnée. Ouais. J'étais sur un festival, tu vois, voilà, je regardais les shows et après le show, je débriefe rapidement avec quelqu'un qui était à côté de moi. Enfin, on se connaît depuis longtemps, donc on se dit oh là là, ce show était génial, etc. Et donc cette personne, ce danseur, me dit ah mais ça c'est un show pour une compétition. Comme si en fait il y avait des différences. Comme s'il y avait des différences, comme si un très bon show c'était un show de compète et comme si finalement il y avait une valeur un peu différente des deux mondes. Ah d'accord. Mais il le disait d'une manière péjorative. Non, c'était bienveillant, mais c'était un peu presque. C'est dommage que ce show reste là. Alors que pour moi déjà ça peut être aussi une consécration, un show où le public réagit où le je sais pas l'artiste, le performeur est hyper content de soi. Enfin et pour lui c'était presque pas assez parce que vu la valeur qu'il donnait au show. Il fallait l'amener en compétition. Exactement. Et du coup, ça me questionnait sur est-ce que les shows de compétition sont plus techniques? Enfin, il me semble pas, mais... Non, je pense que vraiment ça dépend, en fait. Ça dépend parce que je veux dire, il y a beaucoup de diversité dans les shows de compète et beaucoup de diversité dans les shows non compète. Et pour moi, alors, par rapport, ça revient à la question que tu m'as posée au début, l'avantage du show de compète, donc certes, il y a des contraintes, mais c'est vrai que comme tu sais que tu vas être jugé, il y a peut-être aussi une exigence vraiment dans, je sais pas, l'exécution du mouvement, l'intention. Moi, quelque chose que j'ai vu aussi beaucoup dans la compète, et je me dis c'est vrai que parfois c'est quelque chose qui peut pas manquer, mais sur lequel on met pas forcément le focus dans des shows de compète, l'expressivité en fait. Quand tu vas avoir des compétitions, tu vois que vraiment il y a ce côté où du coup pour se démarquer, il faut aussi donner au niveau du visage, etc. Et après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où quand même, parce que tu sais que tu vas être jugé et que finalement c'est aussi ces détails-là qui font la différence. Je trouve qu'en tant que danseur, performeur, ça t'amène à la plus haute exigence possible. Ce qui, théoriquement, pourrait aussi être le cas dans un show non compète, parce qu'on peut clairement se mettre une exigence comme une compète, mais de fait, peut-être qu'aussi c'est la nature humaine, je sais pas, le fait de savoir qu'il y aura un jugement et quelque chose et tout, ça t'amène à te focaliser sur ça, là où sur des shows non compète, tu pourrais te focaliser sur d'autres choses, tu vois. Par contre, mais pour moi, ça n'enlève pas du tout la valeur, et je trouve qu'au contraire que un truc qui m'avait, moi, par exemple, marqué quand j'avais vu les choses compètes, c'est que du coup, en couple, on cherche le waouh. Et le waouh, il peut être fait aussi avec des accros, par exemple, ou des effets dans les partenaires. Mais tu vois, je trouvais que du coup, les partenaires en eux-mêmes, qui est quand même la base de la salsa, étaient assez pauvres, tu vois, assez répétitif, assez et limite assez simple en fait. C'était l'effet de il faut que ça soit beau, mais techniquement le challenge n'était pas là, tu vois. Alors que sur des shows que tu peux voir en congrès de groupes qui font jamais de compète mais qui sont excellents, Yamoulé, Alegria aussi, où là où vraiment on sent qu'il y a un recherche du challenge dans le partenaire, et du coup j'avais été surprise en fait de pas le voir en compétition, mais parce qu'en fait c'est plus dur à avoir et pas en fait le côté le bénéfice coût bénéfice, voilà. Dans la compète ça va être plus il vaut mieux faire un partenaire plus simple mais une accro de ouf
plutôt que d'avoir un partenaire compliqué et une accro moins spectaculaire, quoi. Donc pour moi, du coup, il y a pas de différence, tu vois, il y a pas de ça c'est un show de compète, il est mieux, et ça c'est un show pas compète. Je trouve que c'est totalement en tout cas, c'est une perception voilà, mais c'est simplificateur forcément... et ouais. Quelque chose que je trouve que la compétition peut amener vis-à-vis de ça, mais après bon, tout dépend aussi des juges, parce que ça c'est une question, hein, parce que la danse comparée à l'athlétisme, t'as un temps, voilà, ça détermine. La danse, mine de rien, on essaie de la juger, mais il y a toujours un côté subjectivité, et ça peut amener des frustrations aussi chez certains danseurs, qui jugent et comment, tu vois. Mais le fait, par exemple, le timing, le fait que ce soit quelque chose qui soit si important, de garder son timing, de garder son pas de base, etc. Pareil, ça amène une exigence aussi que parfois, selon les shows que tu vas voir, après ça dépend, hein, mais finalement, dans un show, si à un moment tu sors ton timing, personne ne le verra et personne ne verra. Là, ça t'amène aussi cette rigueur-là. Enfin, donc pour moi, les deux sont complémentaires en fait. Je trouve que les shows de compète et les shows de non compète, chacun a leurs avantages, leurs inconvénients, leurs trucs, et que en fait, il faut tirer le meilleur des deux en fait. Hein. C'est tout. Hein. Et qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la compétition? Je dirais que c'est un beau challenge, c'est un bel objectif, ça permet aussi justement de repousser ses limites, de vivre aussi une aventure humaine, et en tout cas que c'est des beaux souvenirs, et qu'il faut pas hésiter à le faire, quoi. Faut pas hésiter à le faire. Voilà. Okay. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Julie. C'est quoi la place de la salsa dans ta vie aujourd'hui? Ouf, grande question. Alors, la salsa, elle est très importante. La danse a toujours été présente. J'ai toujours eu dans ma vie. J'avais le focus sur mes études et d'abord mon travail hors danse, jusqu'au moment où me suis rendu compte que si je voulais faire de la danse à fond, et en l'occurrence de la salsa, c'était maintenant ou jamais. Donc c'est devenu l'essentiel de ma vie pendant les 3 dernières années, où j'étais vraiment que salsa. Là, cette année, c'est un peu différent parce que j'ai repris un projet professionnel, donc je partage ma vie, un peu parfois de côté schizophrénie, mais en soi, je sais que la salsa, voilà, c'est mon objectif de vie maintenant et dans les prochaines années, et voilà, j'essaie de faire tout pour la vivre à fond. Voilà. Merci Julie. De rien. Merci. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, c'est Manon, et la semaine prochaine, je t'emmène à la rencontre de Achille, qui nous parle salsa locale, et plus particulièrement de son développement sur La Rochelle. En attendant, n'hésite pas à donner de la force au podcast en partageant l'épisode ou en laissant un commentaire. Je t'attends sur Instagram pour les bonus. À lundi prochain!